Bonsoir Iyad Sattouf. Bonsoir. Alors vous êtes né en 78 d'un père syrien et d'une mère bretonne. Vous avez créé plusieurs bandes dessinées, bien connues comme Pascal Brutal par exemple, ou La vie secrète des jeunes. Vous avez réalisé plusieurs films, Les Beaux Gosses en 2009 et puis récemment en 2013, Jackie au Royaume des filles. Alors vous êtes né en France, mais vous avez passé les premières années de votre vie en Libye et puis en Syrie, le pays de votre père. Ces années d'enfance, elles ont beaucoup compté dans votre vie personnelle d'abord ? Sans doute qu'elles ont influencé mon travail quand même de manière sous-jacente. Et c'est vrai que le début de la guerre en Syrie a fait que j'ai eu envie de me replonger dans cette période-là. D'autant que vous viviez, je crois, près de Homs, une ville martyre aujourd'hui dans cette guerre en Syrie. Mon père était originaire d'un petit village juste à côté de Homs, qui s'appelle Termale, je le dis pour les arabophones, et qui donc c'était quelqu'un d'un milieu très pauvre et qui avait réussi, grâce à l'école, à terminer ses études en France, à la Sorbonne, où il était devenu docteur. Et ensuite, il avait préféré aller enseigner en Libye plutôt qu'à Oxford, où on lui avait proposé une place. Donc finalement, on est parti avec lui en Libye et puis en Syrie ensuite. Alors je sais que c'est difficile en quelques mots, mais qu'est-ce que vous avez à dire de cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans dans votre pays ? C'est délicat. Je ne sais pas quoi dire de plus que les images que l'on voit. À part qu'à mon avis, c'est pas près de se terminer. Ouais. Il va y avoir des élections présidentielles le 3 juin. Vous en pensez quoi de ces élections ? Je pense que c'est une plaisanterie. Enfin, c'est une plaisanterie. Enfin, évidemment, Bachar el-Assad va être élu. Moi, d'ailleurs, quand j'étais à l'école en Syrie, il y avait des élections assez régulièrement aussi pour son père, Hafez el-Assad. C'était des plébiscites à l'époque. C'était des plébiscites, donc c'était oui ou non pour Hafez el-Assad. Et tous les profs nous disaient, en longueur de journée, dites à vos parents de dire oui, de dire oui. Même, ils ne bourraient même pas les urnes, ils forçaient les gens à... Alors, je le disais, vous publiez donc aux éditions Alary L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient. D'abord, il faut préciser que c'est le premier tome d'une série de 3 volumes. Oui. Et l'Arabe du futur, en fait, j'ai lu que c'était le rêve, quelque part, le rêve de votre père. À quel Arabe du futur rêvait-il quand vous étiez enfant ? Disons que lui, et comme il était originaire d'un milieu paysan très très pauvre et très très religieux, il était complètement pour le panarabisme en fait. Son idole c'était Nasser. Voilà, et donc, c'était les leaders nationalistes arabes. Exactement, et donc lui il voulait... il rêvait d'un monde arabe laïque et éduqué, pas forcément libre, c'est ce que je raconte dans le... Enfin, pas forcément libre dans le sens, il était conscient que Kadhafi était un dictateur, mais lui considérait que c'était quelque chose de normal de forcer les gens à certains moments à faire des choses, à aller à l'école, à moderniser un pays. Il fallait supprimer quelques libertés. Donc voilà, je raconte ça dans ce... Et justement, une jeunesse au Moyen-Orient, vivre sa jeunesse au Moyen-Orient, ça comment dirais-je, ça imprime sur l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui ? Sans doute, oui. Ça permet d'être peut-être un peu indulgent avec certaines choses et très critique envers d'autres et pas forcément... C'est-à-dire que moi j'ai une vision particulière du monde arabe qui n'est pas forcément celle que peuvent l'avoir les jeunes d'origine arabe qui ont grandi en France. Ouais. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez de ce monde arabe qui vient de connaître ? Alors, on a parlé de printemps arabe. Est-ce que vous êtes déçu par la situation ? Peut-être, je ne sais pas, prenons la Tunisie. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les Tunisiens sont en train de gérer cette révolution ? En fait, on pourrait penser parfois que les choses empirent ou reviennent en arrière. Moi, je suis assez positif, assez optimiste sur les printemps arabes. D'ailleurs, en Tunisie, ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Et je pense que... C'est devenu quelque part une sorte de modèle, d'exemple à suivre pour le monde arabe. Oui, tout à fait. Parce que c'était pas gagné et c'est toujours pas gagné d'ailleurs, mais il se passe des choses très positives. Alors après, bien sûr, en Libye, c'est le cauchemar. En Égypte, on a le sentiment qu'il y a un retour en arrière. Justement, la Libye, c'est la couverture. On reconnaît évidemment le colonel Kadhafi. Pourquoi vous avez mis le colonel Kadhafi en couverture de votre nouvelle BD ? Justement, c'est parce que cet album se concentre sur les premières années en Libye et les premières années en Syrie. Donc c'est vrai que là, j'étais avec mon père et ma mère en Libye. Mon père avait de grands rêves, était persuadé que... Votre père pensait que le colonel Kadhafi, c'était quelque chose de bien pour la Libye à l'époque ? En fait, il pensait que ça pouvait être quelque chose de bien dans l'idée. Et en fait, en s'y confrontant dans la réalité, il s'est rendu compte que c'était un cauchemar. Par exemple, Kadhafi avait promulgué une loi qui disait que les gens devaient échanger leur métier. C'est-à-dire que le professeur devait devenir agriculteur et l'agriculteur devenait professeur. Un peu comme dans la Chine communiste. Voilà, c'était exactement ça. Voilà, par exemple, les maisons n'avaient pas de serrure, donc, parce que la propriété privée était abolie. Donc n'importe qui pouvait entrer dans les maisons, la débarrasser, s'y installer. Enfin, c'était ubuesque.
Mais c'est une vraie question, la démocratie dans les pays arabes. Quand on voit ce que c'est devenu la Libye après la disparition de Kadhafi, on peut se poser beaucoup de questions. Mais c'est vrai, mais bon, il y a sans doute pas de recette miracle, mais souvent les pays qui ont connu des dictatures très fortes comme ça ont mis des années avant de se diriger vers la liberté. On a tendance parfois en Occident, en Europe, à juger trop vite, à vouloir que l'histoire aille plus vite que son cours normal. Ah oui, je pense, oui. Et je pense surtout qu'aujourd'hui, avec Internet et le fait que les jeunes ont accès au monde entier, disons, ils peuvent savoir comment vivent les autres êtres humains ailleurs. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite que par le passé. Alors là, on parle de l'arabe du futur, on peut aussi parler de l'arabe du présent. Est-ce que, alors vous êtes franco-syrien, donc vous êtes en partie arabe, je ne sais pas comment d'ailleurs vous vous qualifiez. Quelle est votre identité? Je suis auteur de BD. Auteur de BD, d'accord. Alors tout de même, la question, être arabe aujourd'hui, ça vous semble plus difficile qu'avant? Ça vous semble exaltant? Je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire que ça peut être exaltant dans le sens où le meilleur est sans doute à venir, puisque le pire est quand même derrière, semble derrière. Après, en France, c'est particulier, c'est-à-dire c'est rare d'utiliser le mot arabe en France, par exemple. C'est même parfois très péjoratif. C'est très péjoratif. Ça peut être considéré comme péjoratif et c'est ridicule parce que c'est un mot qui est un beau mot et qui est souvent utilisé en verlan. Alors c'est beurre, rebeu, rabza, comme si les gens n'osaient pas utiliser ce mot. À l'arabe, c'est un beau mot. Enfin, et je trouvais ça marrant de l'accoler avec futur parce qu'on a le monde arabe semble toujours tellement être un problème que je trouvais ça bien d'imaginer, de le mettre en couverture en se disant mais dans le futur quel va être le destin du monde arabe et comment le voit-on? Je confirme, en tout cas c'est un très bon titre, l'arabe du futur, aux éditions Alary. Merci Riyad Saftouk d'avoir été l'invité 64 minutes.